Bonjour à toutes, bonjour à tous. Lors des deux premières séances, je me suis efforcé d'abord de poser les cadres généraux du sujet qui nous intéresse cette année, les charlatans, et ensuite d'explorer les définitions de ce terme même, charlatan, dans les sources du XVIIIe siècle. Alors je ne reviens pas sur les principaux enseignements de ces deux séances, notamment le caractère protéiforme du charlatan, qui va du faux médecin à l'imposteur, et par ailleurs l'élargissement du charlatanisme, de la charlatanerie, comme on disait souvent au XVIIIe siècle, qui désignait toutes sortes de pratiques trompeuses, et en particulier au sein même de l'activité littéraire et intellectuelle. Et j'avais insisté sur la tension entre, d'un côté, une représentation contrastée, fortement polémique, qui oppose le philosophe au charlatan, notamment chez Condorcet, et des représentations plus complexes, plus inquiètes, par exemple chez Voltaire, où la charlatanerie semble pénétrer partout, au cœur même des institutions savantes et des pratiques lettrées. Ce qui est apparu aussi en filigrane, c'est que cette représentation du charlatan, à la fois comme personnage social et comme figure polémique, s'inscrit dans des temporalités multiples. Il y a d'abord une chronologie courte, celle du XVIIIe siècle, qui permet de contextualiser l'importance, je dirais presque la virulence de cette figure et dans le cadre des inquiétudes que suscitent les formes nouvelles de l'autorité intellectuelle dans l'espace public, médiatique et commercial du XVIIIe siècle. On peut ensuite distinguer une chronologie plus longue qui part de l'apparition même du terme charlatan, j'en avais parlé lors de la première séance et j'y reviendrai, dans l'Italie du XVIe siècle et qui court jusqu'à nos jours. Cette temporalité, qui est indexée donc au terme même de charlatan dans les langues européennes, eh bien, elle correspond peu ou prou à la médicalisation des sociétés, à l'essor des sciences modernes comme source de normativité et à l'idéal d'autonomie individuelle à l'égard des autorités établies. Ces trois aspects, nous aurons l'occasion de les expliciter, là je les mets un peu rapidement, je les jette comme ça dans la réflexion, mais on va avoir le temps de les expliciter, d'en déployer les enjeux dans toutes les séances qui vont venir. Disons simplement pour l'instant que ces trois aspects constituent ensemble une formation instable. Pourquoi instable ? Parce que prise dans des injonctions contradictoires, ce qui est sans doute le propre de la modernité. Et puis, il existe encore une troisième temporalité, une temporalité plus longue, évoquée dans plusieurs des textes que j'ai cités la semaine dernière, par exemple dans l'article de Jaucourt dans l'Encyclopédie. Je cite « Depuis que les hommes vivent en société, il y a eu des charlatans et des dupes. » Et alors, l'histoire du charlatanisme deviendrait celle d'une histoire universelle de l'imposture. Dans cette histoire, néanmoins, cette histoire longue, cette histoire universelle de l'imposture, il y a un cas un peu particulier, c'est celui de la Grèce antique. Plusieurs des sources que j'ai citées la semaine dernière, vous vous en souvenez peut-être, l'évoquaient spécifiquement. Premièrement, à travers le cas de Socrate, présenté par Condorcet comme le symbole et la victime expiatoire du combat ancestral de la philosophie contre les charlatans, en l'occurrence contre les sophistes. Cas de Socrate qui était, à l'inverse, pensé par Voltaire avec plus de distance ironique à l'égard du philosophe, soupçonné d'avoir eu lui aussi recours à une dose de charlatanisme lorsqu'il se réclamait de son démon familier. Deuxièmement, l'article de Jaucourt, encore, faisait référence à Hippocrate comme figure du médecin rationnel et modeste
qui se distinguait des charlatans justement par sa modestie et ses doutes. Socrate, Hippocrate, deux figures emblématiques de la tradition rationaliste européenne aux yeux des savants des Lumières. Deux personnages contemporains, l'un de l'autre, symboles du 5e siècle grec et de ce qui a souvent été présenté comme la scène inaugurale de l'émergence de la rationalité en Occident, marquée par une nouvelle conception de la vérité, par l'affirmation d'une autorité savante distincte de l'autorité religieuse et par l'affrontement entre la philosophie et la rhétorique, dans le contexte, bien sûr, de l'essor de la cité comme cadre politique. Alors, ce grand récit de la naissance de la rationalité dans la Grèce du 5e siècle, eh bien, vous le savez sans doute, il a été remis en cause et fortement nuancé, en particulier parce qu'il reposait sur un modèle sous-jacent, celui d'un procès de laïcisation défendu avec prudence, il est vrai, par Jean-Pierre Vernant et Marcel Détienne, de grands maîtres de ces études. Alors, je ne reviens pas sur ces débats, à la fois la proposition qui était faite dans ce cadre et les limites et les critiques qu'on peut leur faire. Je vous renvoie sur ce point aux travaux de ma collègue Vinciane Pirenne-Delforge sur le polythéisme grec. Vous connaissez bien ces travaux. J'avais cité la dernière fois son livre récent, Daimon, sur les modalités de l'action des dieux en Grèce ancienne. Et sur la question précise que je viens d'évoquer, eh bien, je vous renvoie surtout aux 2 années de cours et de séminaires passionnants qu'elle a consacrés à la norme religieuse et aux questions d'autorité dans le monde grec. C'était en 2021-2022. Et magie de l'Internet, vous les trouvez en ligne sur le site du collège. Je ne saurais trop vous les recommander. J'ai pensé néanmoins qu'il valait la peine de consacrer un peu de temps à ce précédent grec du charlatan, parce qu'il joue un rôle non négligeable, je viens de le dire, dans les débats du XVIIIe siècle. C'est donc à travers ce prisme, cette entrée, que je m'autorise cette semaine un petit excursus grec, une sorte de braconnage historiographique sur des terres qui ne me sont pas familières. On reviendra dès la semaine prochaine, à l'époque moderne. Alors, partons donc d'Hippocrate, pour lequel nous disposons d'une étude de référence rédigée par Jacques Joanna, parue en 1992 chez Fayard, puis dans une version révisée aux Belles Lettres en 2017. Hippocrate, le livre, bon, on a aussi un film, une série, etc., mais enfin, je garde ça pour une autre fois. Je vous rappelle que Hippocrate est un médecin grec du 5e siècle, né vers 460 sur l'île de Kos, puis qui a fait sa carrière en Grèce du Nord. Il était déjà très réputé de son vivant, et certains témoignages affirment qu'il a vécu jusqu'en 377. On lui a attribué dans l'Antiquité un très grand nombre de textes, rassemblés sous le titre de Corpus hippocratique, mais ces textes sont l'œuvre d'auteurs différents, le plus souvent non identifiés. On dit Hippocrate, mais c'est au fond par facilité. Certains ont été sans doute écrits par Hippocrate lui-même ou par certains de ses disciples, d'autres ont été rattachés au corpus par proximité intellectuelle. Un de ces textes du corpus hippocratique est particulièrement essentiel pour ce qui nous concerne. C'est un texte qui s'appelle le Traité sur la maladie sacrée, que l'on date de la fin du 5e siècle, début du 4e siècle. La maladie sacrée, c'est le terme que les Grecs utilisaient au 5e siècle pour désigner ce qu'on appelle aujourd'hui l'épilepsie. Or, le traité s'en prend justement à l'interprétation religieuse de la maladie comme maladie sacrée, et il lui oppose une explication rationaliste. La maladie a des causes naturelles et elle a un élément déclencheur. Par conséquent, elle appelle des traitements médicaux appropriés et non pas des offrandes aux dieux ou des rituels de purification. Et ce qui nous intéresse, c'est que le traité est composé en 2 parties, mais la première partie est une partie polémique dirigée contre les mages
et les charlatans, qui sont accusés de s'appuyer sur l'interprétation sacrée de la maladie pour recommander des traitements à base de prières, d'incantations aux dieux et de pratiques purificatrices. Alors voilà le passage essentiel, je cite dans la traduction de Johanna aux Belles Lettres. À mon avis, ceux qui les premiers ont attribué un caractère sacré à cette maladie étaient des gens comparables à ce que sont aujourd'hui encore mages, purificateurs, prêtres mendiants et charlatans. Toutes gens qui affectent d'être fort pieux et de détenir un savoir supérieur. Ces gens-là, donc, se drapant dans le divin pour voiler leur incapacité à détenir quoi que ce soit d'utile à prescrire, de peur qu'éclate au grand jour leur totale ignorance, ont accrédité la croyance que cette affection était sacrée. Plus loin, l'auteur insiste sur l'idée de tromperie volontaire en décrivant les rites magiques que proposent ces guérisseurs. Telles sont les paroles et les manigances par lesquelles ils feignent de détenir un savoir supérieur et ils trompent les gens en prescrivant des sanctifications et des purifications. Fin de la citation, ce sont les mêmes, dit plus loin l'auteur, qui prétendent accomplir des prodiges, par exemple, éviter des sécheresses grâce à leur rituel. Ils ne cessent de parler du divin, mais en réalité, ce sont eux qui sont impies. Alors, je reviens sur les 4 termes par lesquels l'auteur du texte dénonce ses rivaux. Vous voyez les 4, je les ai mis ici. Il y a d'abord les mages, magoi. Au moment où le traité est rédigé, vers la fin du Ve siècle, le terme magoi est récent. À l'origine, il désignait des mages perses qui sont décrits par Hérodote, et on les voit apparaître dans la culture grecque dans la deuxième moitié du Ve siècle, comme l'a montré Cléo Carrastro. Ils sont souvent associés aux devins, et ils jouent ce rôle important. Ensuite, le deuxième terme, ce sont les purificateurs, kathartai, dont la fonction est d'accomplir des rites afin de remédier au miasma. Puis, on trouve les prêtres mendiants, agurtai, qui vont dans les rues, qui se présentent dans les maisons pour proposer des purifications ou des procédés magiques contre de l'argent et que Platon dénonce aussi dans un passage de la République. Et enfin, donc je passe rapidement sur ces catégories, et enfin le terme qui m'intéresse le plus ici, c'est le dernier, c'est les alazones, qui est le pluriel de alazone, terme qui est souvent traduit par charlatan, comme le fait Johanna ici, mais aussi parfois par imposteur. Alors l'origine de ce mot alazone, qui va nous intéresser beaucoup aujourd'hui, c'est mon fil, directeur de la séance, eh bien, son origine n'est pas très claire. Il semble qu'il désignait à l'origine des marchands ambulants qui faisaient la réclame de leurs produits. Intéressant. Et je m'appuie, pour beaucoup de choses que je vais dire ensuite, sur un article de Douglas McDowell sur le sens justement du mot alazone et d'autres articles qui me permettent de compléter et dont vous avez les références sur l'écran et pour ceux qui nous écoutent, que vous trouvez aussi dans la bibliographie sur le site à la page de ce cours. Dans son sens classique, le mot alazone commence à apparaître dans la comédie athénienne de la fin du Ve siècle et notamment chez Aristophane, pour mettre en avant des personnages qui prétendent avoir des compétences ou une expertise qu'ils ne possèdent pas vraiment, et qui donc se situent à la frontière, si vous voulez, entre l'imposteur et le fanfaron, et souvent dans un contexte politique. Ce sont des ambassadeurs, ce sont des démagogues, parfois aussi des pseudo-oracles. Pour McDowell, charlatan est la meilleure traduction dans ce contexte. Au IVe siècle, en revanche, le sens s'élargit pour désigner plus généralement un menteur, ou du moins un vaniteux, celui qui s'estime plus qu'il ne vaut. Aristote, par exemple, consacre tout un développement dans l'éthique à Nicomaque lorsqu'il évoque la franchise comme vertu morale. Il distingue le menteur, qui se vante par pur plaisir de la vanité, qui est peu estimable, mais plutôt plus ridicule que méchant, celui, deuxièmement, qui se vante par désir de gloire, et enfin celui qui le fait pour en tirer un profit.
Et dans ce cas, il devient dangereux, surtout lorsqu'il se fait passer pour devin, sage ou guérisseur. Et on retrouve les faux médecins, qui sont des titres, dit Aristote, dont on ne peut savoir a priori s'il le mérite ou non. Et c'est pour ça que le fanfaron qui ne se contente pas de se vanter, mais qui prétend, par exemple, pouvoir guérir, il est particulièrement dangereux parce qu'on ne saura s'il mérite ou non ce titre qu'après que le remède ait été pris. Alors, on s'approche ainsi vraiment du charlatanisme. Le lexique de l'alazone, ce fanfaron charlatan, et par ailleurs de sa caractéristique, qui en grec est alazoneia, qui est évidemment un dérivé, eh bien, recouvre le spectre des acceptions qui vont du simple vantard au véritable charlatan. Au même moment, un des principaux disciples d'Aristote, Théophraste, qui est un grand savant, un grand philosophe, et dont vous le savez, qui écrit aussi des caractères qui ont profondément influencé La Bruyère, qui les traduit au XVIIe siècle et qui s'en inspire, eh bien, un des caractères de Théophraste, c'est justement l'alazone, celui qui prétend être riche, qui se promène sur le port en parlant des marchandises que les bateaux sont censés lui amener, qui va chez les marchands en faisant semblant d'avoir un crédit illimité. La Bruyère traduit alazoneia par ostentation. Ce qui nous intéresse particulièrement ici, c'est que ce caractère de Théophraste, donc ce personnage ostentatoire qui prétend être très riche et qui est au milieu de l'activité commerciale, eh bien, il associe deux éléments. D'une part, le commerce, le crédit, l'argent, dans un contexte, le dernier tiers du IVe siècle, qui est celui de la commercialisation accrue des relations sociales, et d'autre part, l'abus du langage, qui est un des thèmes dominants des caractères, c'est la critique de la prolifération de la parole. L'alazone est un bonimenteur qui parle à tort et à travers, mais sa vantardise n'est plus intellectuelle, elle est économique. Il est un révélateur de la crise démocratique dès lors que la cité est travaillée, peut-être en partie pervertie par la dérégulation du langage et du commerce, bref, une sorte de pathologie généralisée de l'échange. Et je suis, dans ce que je viens de dire, en fait, je suis les commentaires de Vincent Azoulay, qui a attiré mon attention sur ce texte de Théophraste et que je remercie. Il faut enfin ajouter à ces significations la dimension théâtrale sur laquelle a insisté Anne Duncan, vous avez la référence ici, parce que le alazone est un personnage typique du répertoire comique, il devient aussi une sorte de portrait, d'autoportrait ironique du comédien. En particulier dans la Grèce du IVe siècle, où les acteurs sont souvent accusés justement de se prendre eux aussi pour ce qu'ils ne sont pas. On retrouve donc la proximité entre charlatan et saltimbanque que nous avions vu pour l'époque moderne, et plus tard, un peu plus tard, dans la comédie romaine, chez Plaute notamment, eh bien, l'alazone trouve un successeur dans la figure du Miles Gloriosus, le soldat fanfaron, qui deviendra le matamore dans le théâtre baroque du XVIIe siècle, rappelez-vous l'illusion comique de Corneille, mais aussi dans le spectacle forain. À chaque fois, j'insiste parce que ce n'est pas juste pour étudier l'alazone grec en lui-même, mais parce que, et on y reviendra, on peut tirer tous les fils qui vont nourrir en réalité les représentations du charlatan à l'époque moderne. Alors, je viens de faire ce petit excursus je vais revenir autour de l'origine de cette figure du alazone, et c'est muni de ces éléments que nous pouvons revenir au traité hippocratique de la maladie sacrée, souvent présenté comme l'origine du conflit entre les médecins hippocratiques, rationalistes et naturalistes, et leurs adversaires, que ceux-ci soient des mages, des mendiants itinérants ou des médecins prétentieux et incompétents.
Or, ce texte, ce traité de la maladie sacrée, eh bien, il faut le prendre pour ce qu'il est, c'est-à-dire un discours polémique tenu par des médecins au détriment de leurs concurrents. J'ai oublié de vous montrer Théophraste, enfin voilà. L'historien anglais Geoffrey Lloyd a longuement commenté ce texte, celui du traité de la maladie sacrée, dans le premier chapitre de son livre « Magie, raison et expérience, origine et développement de la science grecque », publié à l'origine en 1979, traduit en français en 1990. Lloyd remarque que, malgré le ton très polémique, on a lu ensemble le texte tout à l'heure, en réalité, les traitements préconisés par les hippocratiques n'étaient pas si différents, en règle générale, de ceux qui sont dénoncés ici, notamment en termes d'interdits alimentaires ou de pratiques hygiéniques, et que les explications prétendument naturalistes données de la maladie dans le traité, qui effectivement peuvent paraître plus rationnelles que le fait de faire des incantations, des purifications, eh bien, se fondaient en réalité sur des hypothèses parfaitement invérifiables, par exemple l'idée que la bile et la pituite obstruent les veines. Et je ne rentre pas dans les détails, vous pouvez regarder dans le livre de Lloyd, mais celui-ci va jusqu'à suggérer que derrière l'apparente opposition entre une médecine rationnelle et des guérisseurs, magiciens ou charlatans, il y avait en réalité une concurrence entre deux types de pratiques de soins qui étaient fondés sur des croyances. Et même, on pourrait parler d'une concurrence commerciale entre des thérapeutes qui se disputent une même clientèle, alors même que la profession médicale, dans la Grèce de l'époque, n'était pas réglementée, et donc que le plus grand flou régnait sur les compétences des uns et des autres, comme le rappelle aussi Gwenaël Le Person, qui a repris à son tour le dossier. De fait, nous ne savons pas quelle était l'efficacité réelle des nouveaux traitements, et il semble bien, d'après plusieurs témoignages, que les Grecs continuaient à fréquenter ce que Lloyd appelle la médecine des temples. Pour autant, précise-t-il, il ne faudrait pas aller trop loin dans cette remise en cause et dans cette critique de l'opposition de la naissance d'une médecine rationnelle. Il y a bien eu des progrès indéniables et des découvertes importantes de la médecine grecque, de la médecine hippocratique puis post-hippocratique, notamment grâce à la pratique de la dissection, la découverte du système nerveux, etc. Mais surtout, ça c'est un point très important, surtout, nous dit-il, ces progrès étaient d'ordre méthodologique, car cette rivalité a produit des effets structurants sur le discours médical en obligeant les médecins hippocratiques à développer un discours réflexif, à justifier leurs hypothèses. Et c'est ce qui expliquerait que les savants grecs, ou les proto-savants grecs, selon le jugement qu'on a exactement sur la science grecque, et tout particulièrement les médecins, aient développé un discours de la méthode, un discours sur les possibilités et les contraintes de la science avant même de pratiquer véritablement cette méthode. Ça, c'est un des grands arguments de Lloyd dans la science grecque, la méthodologie, la réflexivité sur la pratique scientifique, au fond, a anticipé, elle a été préalable à véritablement la pratique expérimentale elle-même. Mais le fait d'expliciter des règles de la méthode, notamment l'observation, l'enquête rationnelle, etc., ce n'est pas du tout anodin, même si, en réalité, la pratique thérapeutique n'était pas si différente. Ce n'est pas du tout anodin, c'est un geste fondamental et peut-être même le principal legs de la science grecque. Et on pourrait presque, en généralisant, en tirer une leçon. La critique du charlatanisme a une fonction dans le discours scientifique. Non seulement une fonction polémique et politique qui consiste à écarter des rivaux, mais une fonction que j'appellerais épistémologique. Pour accéder à un statut réflexif, la science a besoin de produire des figures de la mauvaise science qui permettent en retour d'établir les normes du bon comportement.
Et on retrouve ainsi indirectement une question que j'avais posée la semaine dernière. Quel est le critère qui permet de distinguer le médecin du charlatan? Son efficacité thérapeutique ou sa connaissance théorique et sa réflexivité méthodologique? Le charlatan, est-ce que c'est celui qui vous tue ou est-ce que c'est celui qui n'a pas la bonne science médicale? Jusqu'ici, j'ai commenté l'extrait du traité de la maladie sacrée sous l'angle de l'affrontement entre la médecine hippocratique et la médecine traditionnelle, religieuse et magique. L'arrière-plan de cette discussion, je vous l'ai dit, elle est d'ordre, au fond, cet arrière-plan, il est d'ordre épistémologique et anthropologique. Il concerne les débats sur l'émergence et les limites d'une rationalité d'ordre scientifique en Grèce, et notamment les conceptions de la nature, la physis. Et sur ce point, je vous renvoie aux remarques critiques de Pierre Vesperini dans son Histoire de la philosophie antique et dans un séminaire qu'il a donné ici même en 2022 à l'invitation de Vinciane Pirène-Delforge. Toutefois, si on se concentre non plus sur cet affrontement science rationnelle contre mages, prêtres, purificateurs, mais sur la question particulière des halazones, la question est un peu différente. Et elle pose plutôt, non pas les questions que je viens d'évoquer rapidement de la rationalité et de la bonne science contre la mauvaise science, mais la question des conditions effectives d'exercice de la médecine. Pourquoi l'auteur du traité de la maladie sacrée ressent-il le besoin de s'en prendre à ces fanfarons imposteurs qui prétendent être capables de soigner sans en avoir la capacité réelle et, à vrai dire, qui sont-ils? Un premier élément à prendre en compte, c'est que l'activité médicale en Grèce était très largement publique. Même dans le cadre de la relation avec les patients, les entretiens et les soins étaient souvent donnés en présence de spectateurs, en présence de la famille, même au-delà de la famille et des proches. On n'a pas cette chose de la relation confidentielle entre médecins et patients. Et puis, surtout, les médecins étaient obligés, ça faisait partie de leur fonction, de donner des performances oratoires publiques. Par exemple, lorsqu'ils arrivaient dans une ville, puisque la plupart circulaient en réalité de cité en cité, eh bien, ils devaient prononcer un discours de candidature pour être choisis par la cité comme médecins. Et donc, ils prononçaient un discours de candidature en évoquant leurs antécédents, leurs maîtres, leurs méthodes. Une sorte de leçon inaugurale, hein, enfin, on connaît ça assez bien. Et ils se livraient même parfois à des joutes rhétoriques. Ça, par contre, on n'a pas, mais on peut y réfléchir. Même la thérapeutique avait ainsi une dimension plus théâtrale, plus spectaculaire que ce que nous connaissons. Par exemple, les soins orthopédiques, notamment les réductions de fractures ou de luxations, pouvaient être pratiquées à l'aide de machines qui les transformaient en véritable spectacle public. Il y a des descriptions qui font un peu froid dans le dos, il faut bien le dire. C'est bien que le public était amené à juger, c'est-à-dire les citoyens, étaient amenés à juger de la qualité des médecins qui se présentaient à eux, d'après leur éloquence, d'une part, et leur art de la mise en scène, d'autre part. D'autant qu'il n'existait pas de diplôme, il n'y avait pas d'université, ni de certification officielle d'aucune sorte. C'est un monde qui est très différent de celui des corporations et a fortiori des universités dans l'Europe moderne. La médecine était pensée comme une techné, un savoir, art technique et artisanal, un art, transmis par l'apprentissage. Si bien que les médecins pouvaient être confrontés à ces figures de fanfarons imposteurs qui arrivaient, se prétendaient eux aussi médecins, et qu'il était important de dénoncer. Mais on peut aller plus loin encore. L'apprentissage jouait un rôle important non seulement dans la formation des médecins, mais aussi dans leur crédibilité. Arrivant dans une ville,
tout médecin commençait par nommer son maître, dire où il avait été formé, ce qui évidemment, c'est bien, n'empêchait pas de mentir, mais rendait plus difficile l'imposture. Or, jusqu'au Ve siècle, cet apprentissage de la médecine s'effectuait le plus souvent dans le cadre familial. Si bien qu'en réalité, l'accès à la carrière médicale était assez fermé. Or, au Ve et surtout au IVe siècle, la formation devient plus ouverte. Des médecins recrutent des disciples pour les former dans ce qui devient des sortes d'écoles. Et c'est dans ce contexte que se développe l'écriture de traités médicaux comme ceux du corpus hippocratique. Et on peut se demander, au fond, à qui étaient-ils destinés ? Car personne ne pensait qu'on pouvait apprendre la médecine uniquement en lisant des traités. Dans un article tout à fait intéressant, l'historienne Leslie Dean Jones avance l'hypothèse qu'il servait de publicité pour recruter des étudiants, pour recruter des apprentis dans un contexte d'ouverture de la formation. Et dans ce contexte, la critique des charlatans, de même que la dénonciation d'une circulation trop large des savoirs médicaux, aurait été une façon d'encourager des jeunes gens à venir se former auprès de maîtres compétents, représentants d'une nouvelle médecine. Si la critique des charlatans apparaît très tôt dans les traités médicaux, c'est justement à cause d'une inquiétude particulière sur la diffusion du savoir médical en dehors des praticiens formés par l'apprentissage. Alors vous voyez que ça déplace complètement les choses, hein. C'est plus l'affirmation simplement d'une doctrine rationnelle contre des pratiques anciennes et irrationnelles, c'est aussi une logique publicitaire à l'intérieur d'une concurrence pour la formation des médecins. Et le fait que nous rencontrions ici cette question de l'éducation et de la formation adéquate en vue d'exercer un métier, est tout à fait frappant, car cette question de l'éducation, car il se trouve que le terme alazone était aussi utilisé parfois pour dénoncer les prétentions des sophistes accusés de gagner leur vie en enseignant à leurs disciples l'art de défendre n'importe quelle cause par la parole. Alors, a priori, il n'est pas surprenant de retrouver les sophistes associés aux charlatans, tant l'affrontement entre les philosophes à la recherche de la vérité et les sophistes maîtres de la rhétorique, donc de la séduction par la parole, est une scène primordiale de la conscience européenne. On en a parlé la semaine dernière, je l'ai rappelé tout à l'heure. Vous le savez bien, cette scène primordiale, elle a un auteur en réalité, elle a été constituée par Platon dans un ensemble de textes bien connus où Socrate réfute les sophistes, leur reproche de sacrifier la vérité et la vertu à l'art de bien parler, et donc d'apprendre à tromper. On pourrait dire alors que la critique des charlatans par Hippocrate et la critique des sophistes par Socrate sont parallèles. Et de fait, ces deux critiques se rejoignent à un point d'intersection dès lors qu'il est question des rapports entre la puissance de la parole et la compétence technique, presque artisanale. Et le texte le plus important sur ce plan est sans doute un passage du Gorgias, ce fameux dialogue de Platon dans lequel Socrate affronte successivement Polos, Gorgias et Calliclès sur les mérites de la rhétorique. Pour justifier l'importance de son art, Gorgias évoque des patients qui refusent de prendre leur traitement malgré les conseils du médecin et qu'il a réussi, lui, à convaincre, lui qui n'est pas médecin. Puis il poursuit, suppose, et donc c'est le début de la citation, donc c'est Gorgias qui parle à Socrate, suppose qu'un orateur et qu'un médecin se rendent dans la cité que tu voudras et qu'il faille organiser à l'assemblée ou dans le cadre d'une autre réunion une confrontation entre le médecin et l'orateur pour savoir lequel des deux on doit choisir comme médecin. Eh bien, j'affirme que le médecin aurait l'air de n'être rien du tout et que l'homme qui sait parler serait choisi s'il le voulait.
suppose encore que la confrontation se fasse avec n'importe quel autre spécialiste. C'est toujours l'orateur qui, mieux que personne, saurait convaincre qu'on le choisit. Car il n'y a rien dont l'orateur ne puisse parler en public avec une plus grande force de persuasion que celle de n'importe quel autre spécialiste. Ah, si grande est la puissance de cet art rhétorique. Alors, bien sûr, Socrate va s'appuyer sur cet éloge pour aiguiser sa propre critique. Certes, la rhétorique est puissante, mais en réalité, elle est dangereuse et même immorale, puisqu'elle est une pure technique de persuasion. Si elle peut convaincre du mal comme du bien, alors elle est dissociée des connaissances réelles de l'objet, elle n'est qu'un art de la flatterie et de la manipulation. Il serait parfaitement néfaste pour la cité qu'un rhéteur soit désigné médecin à la place d'un médecin compétent. Et il en va de même des autres artisans, mais le cas de la médecine est évidemment central puisqu'il en va de la santé, voire de la vie des gens, et qu'il est, je le disais tout à l'heure, souvent trop tard lorsque l'on découvre l'incompétence. Ce n'est pas pour rien, évidemment, dans toute notre histoire du charlatanisme, que cette question de la médecine, d'emblée, chez Platon, est tout à fait centrale pour discuter du pouvoir de persuasion de la rhétorique. Alors, Gorgias a beau répondre que la rhétorique est comme un art du combat, qu'il faut maîtriser, mais n'utiliser qu'à bon escient pour faire le bien. Au fond, cet exemple médical qu'il a mis en avant, qui lui semblait si puissant, eh bien, tel que Platon, en tout cas, le présente, paraît plutôt mal avisé. Quoi qu'il en soit, on ne peut qu'être frappé par les échos entre ce passage et la dénonciation des charlatans dans le corpus hippocratique. L'art de la rhétorique porté par les sophistes est crédité d'être capable de persuader les citoyens bien mieux que les compétences réelles des médecins. Les sophistes apprendraient-ils alors à leurs élèves l'art du charlatanisme? On voit que l'enjeu n'est pas seulement moral ou épistémologique ou philosophique, mais qu'il est bien fondamentalement politique. Il y va du bien de la cité. La question est celle de la capacité des citoyens à faire un choix judicieux, je voudrais presque dire un choix éclairé, et le passage du charlatanisme médical au charlatanisme politique, que nous avons déjà repéré chez Condorcet ou dans l'encyclopédie méthodique, trouve ici peut-être ses racines, tant la critique de la sophistique au nom de la philosophie a eu une influence durable sur la pensée occidentale. Alors néanmoins, il faut être conscient que ce portrait du sophiste en charlatan trouve vite ses limites. D'abord, de nombreux travaux ont profondément révisé cette vision caricaturale des sophistes qui nous a été transmise par Platon. En réalité, les sophistes ne prétendaient nullement tromper, ils étaient tout sauf des ignorants cyniques, ils étaient à la fois des maîtres d'éloquence, qui donnaient des conférences brillantes et paradoxales, de véritables performances, on appelait ça des épidéixis, et des professeurs de rhétorique qui apprenaient à leurs disciples l'art des beaux discours. Ils possédaient un savoir, ils en faisaient la publicité et ils en vivaient. Pour prendre justement le cas de Gorgias, qui n'est pas seulement un personnage de Platon, qui est un personnage bien réel, qui était originaire de la cité de Léontinoi, en Sicile, il est né sans doute vers 485, son frère Hérodicos était véritablement médecin, et il est venu lui-même en 427 comme ambassadeur à Athènes, où il a beaucoup impressionné les Athéniens par son éloquence. Et ensuite, il a mené une vie itinérante dans les cités grecques, où il prononçait des discours et faisait des conférences. La forme orale et publique, comme conférence ou joute oratoire, était, qu'on a vu tout à l'heure dans le cas de la médecine, était en réalité une forme normale d'exposition et de circulation du savoir. D'ailleurs, les sophistes n'étaient pas seulement des rhéteurs, ils intervenaient dans de nombreux domaines. Certains étaient relativement proches de ce que Marcel d'Étienne a appelé les maîtres de vérité de l'époque précédente, la période archaïque. D'autres s'intéressaient à la science ou à la poésie. Certains sont même difficilement distincts des médecins qui, eux aussi, nous l'avons vu, prononcer des conférences publiques. En fait,
qu'il faut bien comprendre, c'est que les identités intellectuelles au Ve siècle étaient encore très floues, très instables. C'est Platon, puis toute la tradition philosophique, qui a donné une cohérence, qui ont donné une cohérence rétrospective au groupe des sophistes, qui, à l'origine, était plutôt un assemblage hétéroclite, selon la formule de Vincent Azoulay, encore lui. Sur un plan proprement philosophique, on doit à Barbara Cassin une revalorisation des sophistes dans son livre « L'effet sophistique », puis une série d'essais. Pour Cassin, au cœur de la pensée des sophistes, on trouve l'idée d'un pouvoir de la parole, une capacité du langage à produire le monde, pas seulement à persuader l'auditeur, mais bien à donner consistance au monde vécu et à créer un monde commun. Et cela va bien au-delà d'un idéal de la communication ou du dialogue, c'est véritablement un renversement des fondements de la métaphysique. Pour les sophistes, le langage ne sert pas à échanger des informations sur le monde, il est proprement démiurgique, dit Cassin. Il fabrique le monde, je la cite, il le fait advenir. Autrement dit, il n'existe pas de vérité au-delà de la parole, au-delà du logos. Et c'est bien ce que leur reproche Platon, mais cela peut aussi être perçu comme libérateur, comme un rejet de la métaphysique, de l'opposition entre l'être et le non-être, etc. Alors vous allez me dire, bon, ok, mais tout ça est quand même un peu abstrait, très théorique. C'est vrai, mais en même temps, pensez-y bien, cela d'abord a énormément de conséquences. Aujourd'hui, la question du rapport entre le langage et le monde, il suffit de s'intéresser à l'intelligence artificielle, et vous voyez que les enjeux sont importants, on y reviendra peut-être. Mais surtout, la conséquence la plus importante, c'est que les sophistes n'étaient pas du tout des charlatans au sens où nous l'entendrons à l'époque moderne. Ils maîtrisent le savoir qu'ils enseignent, l'art des discours, ils développent une théorie du langage et de la puissance séductrice de la parole, comme le fait Gorgias dans son plus célèbre discours qui est l'éloge d'Hélène. Ils ne se cachent pas, ils ne trompent personne, et pour Cassin, qui plus est, cette approche sophistique de la philosophie possède une dimension hautement démocratique. Nul ne peut prétendre accéder à une vérité ultime des choses. Ce qui importe, c'est la circulation des discours et l'échange des points de vue. Ensuite, la vision que Platon nous donne des sophistes, il faut bien le voir, est entièrement à charge. D'une certaine manière, cette vision ne nous dit pas grand-chose des sophistes eux-mêmes. Ce qu'elle nous apprend, c'est la façon dont la philosophie, dans sa prétention à posséder un monopole de la vérité, a toujours besoin de construire une figure repoussoire. Et c'est ça le charlatan aussi. On insiste toujours sur la dimension dialogique des dialogues de Platon, ce qui est vrai à certains égards, mais dans un texte comme le Gorgias, il s'agit d'abord d'un affrontement, d'une compétition agonistique dans laquelle Gorgias n'a aucune chance. Il est présenté comme l'incarnation du mauvais usage de la rhétorique, même si on peut aussi considérer que Gorgias et surtout Calliclès, défenseurs de la justice et de la force, représentent de véritables objections internes au cœur du discours philosophique, comme l'a montré Céline Spector dans son livre « Éloge de l'injustice ». Socrate, en réalité, n'arrive jamais complètement à les vaincre, et surtout, encore moins, à les convaincre, Gorgias ou Calliclès. Alors c'est vrai qu'il a le dernier mot, mais son discours final relève peut-être aussi d'une forme d'insatisfaction, car le dialogue s'est transformé en aporie. Et cette objection de l'injuste, de l'insensé, on en trouve la trace, comme l'a montré Céline Spector, à l'époque moderne, c'est le raisonneur violent que dénonce Diderot, c'est le fripon intelligent de David Hume, ou encore les libertins de Sade. Et ce sera peut-être aussi le charlatan politique, celui qui parle le langage de la force contre le droit, de la pulsion contre la raison. Il reste que
cette figure de l'insensé doit justement être vaincue, réfutée. Face à lui, la philosophie s'arroge le monopole du discours vrai. Elle doit sans cesse se réassurer dans la conviction que la raison, la vertu et le bonheur public sont indissociables et que le philosophe en est le garant. C'est peut-être en cela, et en cela seulement, que le sophiste peut être vu comme un ancêtre du charlatan moderne, c'est-à-dire comme une figure polémique au service de l'affirmation manichéenne de l'autorité du philosophe, austère et désintéressé, par rapport à la séduction trompeuse du sophiste charlatan. Et à ce titre, on peut dire que l'opération platonicienne a très bien marché. Enfin, ce qui est important, c'est que cette opposition était loin d'être claire pour les contemporains de Socrate. En réalité, celui-ci était parfois traité lui-même d'alazone et confondu avec les sophistes. C'est le cas, bien sûr, très connu d'une pièce d'Aristophane qui s'appelle Les Nuées, qui est jouée en 423, qui se moque des sophistes, une pièce vraiment dirigée contre les sophistes. Et quelle est la figure du sophiste dont se moque Aristophane? C'est Socrate. Celui-ci est présenté dans la pièce comme le sophiste par excellence, accusé de corrompre la jeunesse en lui apprenant l'art de la rhétorique dans son pensoir, ou son philosophoire, selon les traductions. Je vous rappelle l'intrigue très rapidement. Strepsiadès est ulcéré par les dettes contractées par son fils, Philippides, qui est un amateur de beaux chevaux. Et donc il veut l'envoyer se former chez Socrate pour apprendre, en gros, à argumenter contre ses créanciers. Alors, il refuse, pas Socrate, mais Philippides, et comme il y refuse, eh bien, son père, il y va lui-même. Et il découvre Socrate dans une corbeille suspendue qui lui explique qu'il faut se fier aux nuées et non aux dieux traditionnels. Puis, dans un deuxième temps, Philippides finit par aller à son tour se former au pensoir en suivant le raisonnement injuste contre le raisonnement juste. Mais il apprend trop bien qu'il n'existe aucune autorité légitime à laquelle obéir, et du coup, évidemment, ce qui devait arriver arrive, il rentre chez lui, il explique à son père la supériorité de l'injustice, et il le frappe. Son père comprend qu'évidemment, il a fait ce qu'il ne fallait pas faire, et il se précipite au pensoir, et il met le feu à l'école de Socrate, c'est la fin de la pièce. Alors, une pièce qui a été beaucoup commentée, parce qu'elle semble confondre Socrate avec ceux que Platon présente comme ses adversaires. J'aime autant vous dire que ça trouble quand même pas mal les historiens de la philosophie. Mais ce qui est clair, c'est que Socrate et les sophistes avaient en commun aux yeux d'Aristophane et sans doute de beaucoup d'autres, le fait de soutenir des paradoxes, de contester les valeurs traditionnelles, d'apprendre à parler et à argumenter. Et parmi les termes utilisés pour disqualifier Socrate dans la pièce, eh bien arrive très tôt le mot, justement, vous ne serez pas surpris, alazone. Lorsque Strepsiadès dit à son fils qu'il doit aller s'instruire chez ses habiles professeurs de rhétorique qui apprennent, moyennant finance, à faire triompher par des raisonnements l'injuste sur le juste, celui-ci répond, citation ici, « Toi, des vauriens, oui, je sais, tu veux parler de ces charlatans, alazones, de ces individus au teint jaune, de ces va-nu-pieds, au nombre desquels est ce mauvais génie de Socrate et de Chérépon, qui était un de ses plus proches. » Et plus loin, d'ailleurs, Aristophane va associer les sophistes, et donc Socrate, à toute une série de personnages ridicules, je cite, « artistes médecins », donc, oisifs chevelus, occupés de leurs bagues et de leurs ongles, mystificateurs aériens, etc., qui ont en commun d'être à la fois oisifs et inutiles, et qui viennent troubler ainsi l'ordre de la cité. Ce sont littéralement des parasites. Il est probable que cette accusation de charlatanisme adressée à Socrate n'était pas isolée. Plutôt, d'ailleurs, que vers Platon, on peut se tourner vers un autre disciple du philosophe, Xénophon, un des plus importants auteurs du début du IVe siècle. C'est un aristocrate athénien qui a vécu de longues années en exil, qui a laissé une œuvre considérable, histoire, philosophie, stratégie militaire, mais aussi plusieurs écrits consacrés
à défendre Socrate et tout particulièrement à le laver de l'accusation de charlatanisme. C'est ce qu'on voit en particulier dans une page des Mémorables, dans laquelle Xénophon explique que Socrate, je le cite, détournait ses disciples du charlatanisme. Et le terme utilisé ici est évidemment alazoneia, qu'il me paraît tout à fait cohérent de traduire par charlatanisme, comme le faisait d'ailleurs Eugène Talbot au XIXe siècle. Alors, néanmoins, je dois vous dire que les traductions plus récentes, notamment celle du grand spécialiste Louis-André Dorion, préfèrent imposture. Bon, pourquoi pas. Peu importe, de toute façon, le message est clair. Dans ce passage, au fond, que se passe-t-il ? Eh bien, Socrate invite ses élèves à ne jamais faire semblant de posséder un talent ou un savoir qu'ils n'ont pas. Et l'exemple qu'il donne est celui des joueurs de flûte, celui qui s'habille comme un musicien, qui vit comme un musicien, qui se promène avec des musiciens et qui prétend être musicien. Eh bien, le problème, c'est qu'il va peut-être gagner un peu des sous, mais le jour où on va lui demander de jouer de la flûte, eh bien, il va être ridicule. Mais ce qui est important, ce n'est pas tant l'exemple en lui-même, c'est que Xénophon se sent tenu d'insister sur ce point, de laver Socrate du reproche, d'encourager le charlatanisme et l'imposture, l'hypocrisie de talent et d'état, pour parler comme Diderot, sans doute parce que justement cela n'allait pas de soi. Ce qui est important aussi, c'est qu'au-delà des ambiguïtés de Socrate et des images qui lui étaient attachées, on voit à quel point le lexique attaché au terme de alazone essayait de capturer la tension entre mensonge, faux savoir et imposture. Exactement comme le mot charlatan, on l'a vu la semaine dernière, dans le français du XVIIIe siècle. Chez le même Xénophon, on trouve un autre passage très intéressant dans la Syropédie, une sorte de roman historique consacré au roi de Perse Cyrus. Alors Cyrus est dans sa tente, il est avec ses officiers, il se repose, il plaisante un peu, et ses officiers racontent des histoires amusantes sur la façon dont ils se font obéir de leurs troupes. Alors ils se vantent un peu les uns et les autres, et tout d'un coup, la question est posée par l'un d'entre eux de savoir si ce sont des menteurs, si on peut croire ce qu'ils racontent, parce que les épisodes sont de plus en plus étonnants. Et ce qui oblige Cyrus à préciser le sens du mot alazone. Et il déclare, alors cette fois c'est traduit par le vantard, dans la traduction de Talbot. Le vantard, alazone, selon moi, est un homme qui se donne pour plus riche et pour plus brave qu'il n'est, et qui promet de faire des choses dont il est incapable, et cela avec l'intention évidente de recevoir quelque chose et de tirer quelque profit. Alors vous voyez que l'opposition entre celui qui ment par vantardise pour en tirer profit et celui qui le fait pour amuser ses compagnons, pour raconter une bonne histoire, sans nuire à personne, est tout à fait essentielle. Et Cyrus continue, « Ceux qui trouvent moyen de faire rire leurs compagnons, sans chercher un profit personnel, sans qu'il en coûte à ceux qui les entendent, sans nuire à personne, comment ne serait-il pas plus juste de les appeler des hommes enjoués et de bonne compagnie plutôt que des vantards alazonès ?» Donc alazone, ici, c'est bien celui qui tire profit. Et donc ce n'est pas seulement le mensonge ou la vantardise, mais il y a l'idée d'un profit personnel et même d'un profit financier. Ce lien du charlatanisme avec la commercialisation des relations sociales était donc présente déjà dans l'Athènes du IVe siècle, on l'a vu tout à l'heure. Et on pourrait même dire que la figure de l'alazone, qui a d'abord servi à dénoncer la confusion des identités sociales et professionnelles à l'époque d'Aristophane, voire à dénoncer l'oisiveté, voire la dangerosité de ces maîtres rhéteurs étrangers, a progressivement intégré cette dimension de tromperie commerciale au IVe siècle. Alors, vous voyez, en suivant le fil du lexique, et notamment de ce lexique alazone, alazoneia, les 4 critères du charlatan que nous avions essayé de définir lors des 2 premières séances, eh bien, on les retrouve ici. La séduction rhétorique, la théâtralité, la prétention à détenir un savoir ou des compétences, et enfin la volonté de tromper. Comme le charlatan,
l'alazone est une figure polémique et profondément et possiblement réversible. Celui qui dénonce les charlatans doit à son tour se défendre d'en être un. À l'origine, le charlatan est un type théâtral, plutôt ridicule et dangereux, défini par la vantardise, puis la médecine et la philosophie, en cherchant à imposer l'autorité d'un discours de vérité, le construisent en figure de la tromperie, et progressivement le terme prend un sens de plus en plus large. Alors, j'admets que c'est une construction peut-être un peu simplificatrice, mais en l'état, en tout cas, elle me frappe par la proximité avec les évolutions du terme charlatan au XVIIe, XVIIIe siècle, que nous avions esquissé et sur lesquels je vais évidemment m'appesantir beaucoup plus longuement dans les prochaines séances. Et cette proximité, elle n'est pas surprenante, car si le mot charlatan apparaît, nous l'avons vu, dans l'Europe de la Renaissance, enfin, en tout cas je l'ai dit, même si on ne l'a pas encore développé, ça va venir, le geste de démarcation entre un savoir véritable et la tromperie légitime, eh bien, ce geste de démarcation, lui, il a une longue postérité au-delà du IVe siècle. Alors, on pourrait suivre le fil, on en retrouvera des jalons. Dans le temps qui me reste aujourd'hui, qui est court, je vais me contenter du domaine médical. Et pour vous dire que la postérité, par exemple, de la critique hippocratique du charlatan, eh bien, on la retrouve très visible 5 siècles plus tard, chez Galien, l'autre grande figure médicale de l'Antiquité, dont les préceptes, vous le savez bien, feront autorité jusqu'au XVIIIe siècle. Galien est un Grec né à Pergame au IIe siècle après de notre ère, et qui a passé une grande partie de sa vie à Rome au service de plusieurs empereurs. Dans ses écrits, il évoque souvent l'ensemble des petits métiers qui gravitent autour du médecin, notamment les nombreux vendeurs de drogue dont il reconnaît la compétence, mais qu'il accuse de frauder par appât du gain. Et comme l'a montré Véronique Boudon-Millot, spécialiste de Galien, sur laquelle je m'appuie ici, ces accusations les plus fortes portent sur les faux médecins qu'il désigne soit, mais assez rarement, comme goétès, magicien, mais surtout comme alazones, pour dénoncer le mélange de vantardise et d'ignorance. Et donc, vous voyez, je dis 5 siècles, mais c'est presque 6 siècles après Hippocrate, on retrouve ce terme alazone, et celui-ci revient très souvent sous la plume de Galien pour dénoncer les mauvais médecins. Boudon-Millot en a relevé 38 occurrences dans l'ensemble du corpus galénique. Voilà par exemple le cas du médecin Thessalos, qui exerçait à Rome sous Néron et qui prétendait avoir fait des découvertes formidables, mais qu'il était incapable d'exposer. L'ignorance, l'incompétence sont ici les traits décisifs de dénonciation et de ce médecin fanfaron, particulièrement dangereux et néfaste parce qu'il prétendait à son tour enseigner lui-même la médecine et former ses disciples en 6 mois. Alors, on dit qu'aujourd'hui, les études de médecine sont un peu longues. Bon, 6 mois, c'est peut-être un peu rapide. Un des enjeux principaux autour desquels tournait l'accusation de charlatanisme, c'était l'art. Alors, il y avait la question des remèdes, des drogues, je laisse pour l'instant, mais il y avait l'art du pronostic, qui était considéré comme une des parties les plus difficiles de la médecine. Or, et c'est assez amusant, Galien, qui passe son temps à accuser les mauvais médecins d'être des alazones, lui-même s'est retrouvé accusé à plusieurs reprises d'avoir recours à des pratiques de divination pour prévoir la suite d'une maladie. Par exemple, un certain Martianos lui reprochait de pratiquer la mantique, c'est-à-dire l'observation du vol des oiseaux, la consultation des horoscopes, plutôt que l'art médical pour ses prévisions. Alors Galien s'en défend à plusieurs reprises, mais il semble qu'il n'hésitait pas à avoir recours à des petites ruses, j'avais parlé la semaine dernière des petites filouteries comme petite forme de charlatanisme, et Véronique Boudon écrit ainsi « Il est parfois possible de surprendre en flagrant délit de tromperie et de charlatanerie celui-là même qui s'entend si bien apprendre les autres. »
peut-être une leçon à garder en mémoire, mais l'exemple qu'elle développe, il est rapporté par Galien lui-même, c'est ça qui est assez amusant. Il a été mis au défi par un de ses amis de montrer son talent, il arrive au chevet d'un malade, il repère tout de suite plusieurs indices qui lui permettent de deviner la maladie dont souffre la personne, il fait semblant d'avoir rien vu, il prend le pouls et il pose son diagnostic d'un air comme ça sentencieux, en faisant mine d'avoir deviné juste en prenant le pouls, alors qu'en fait, il a repéré plein d'indices dans la pièce. Alors, c'est presque une scène de comédie. Le malade et son ami sont extrêmement impressionnés, et à partir de là, ils le tiennent pour un très grand médecin. Bon. Est-ce qu'il s'agit vraiment de charlatanisme, comme le dit Véronique Boudon? J'en suis pas certain. Je dirais plutôt que Galien a joué un peu les Sherlock Holmes avant l'heure pour impressionner son auditoire. C'est une sorte de ruse et de mise en scène de médecins compétents qui, de façon plutôt ludique, vise à impressionner un collègue qui lui a lancé un défi. On le comprend bien si on garde en tête que la médecine, à l'époque de Galien, était un univers très compétitif et que Galien ne cesse de mettre en scène son autorité en critiquant d'autres médecins et en produisant des témoignages favorables à ses succès thérapeutiques, comme l'a montré notamment l'historien Darin Lehoux. Il reste que l'épisode révèle d'une part que les frontières sont poreuses et que si Galien était parfois accusé de charlatanisme, c'était peut-être pour son goût de la mise en scène et de la théâtralité, et d'autre part que tout médecin peut être amené à utiliser des stratagèmes, même ce parangon de la médecine rationnelle que Galien prétendait être. Et vous vous souvenez de cette phrase que nous avions lue la semaine dernière dans l'édition de 1694 du dictionnaire de l'Académie, « Pour être médecin, il faut être un peu charlatan ». Alors, il y a enfin peut-être un dernier fil à tirer, celui justement, avec cette mise en scène du médecin et de ses petites filouteries, de la proximité entre les savoirs philosophiques et le monde des spectacles, y compris celui des saltimbanques itinérantes. C'est un point sur lequel Pierre Vesperini, que j'ai cité tout à l'heure, qui est un des meilleurs spécialistes actuels de la philosophie antique, à laquelle il applique un questionnaire d'histoire sociale et pragmatique, eh bien, c'est un point sur lequel il a beaucoup insisté. La philosophie grecque, notamment à Rome, était un univers de références culturelles. Des comédies et même des spectacles de mime mettaient en scène les grandes doctrines philosophiques, Cicéron s'en plaint. Vesperini évoque des troupes de comédiens et de forains itinérants qu'on appelait les circulatores, qui récitaient des poèmes, jouaient des petites pièces, montraient des bêtes exotiques. Il cite même le cas d'un grec, Matréas, qui se produisait en Grèce comme à Rome, où il montrait une bête qui se mange elle-même, mais qui avait aussi du succès parce qu'il jouait des parodies des problèmes d'Aristote. Autrement dit, pour Vesperini, cela montre que la philosophie n'était pas simplement une activité intellectuelle tournée vers la vérité, mais qu'elle était aussi un divertissement, qu'elle avait une dimension esthétique et ludique spectaculaire. Et ne croyez pas que ces personnages, comme ce Matréas, sont le résultat d'une culture grecque décadente à l'époque impériale. Il faut au contraire insister sur la persistance dans la longue durée de ces personnages itinérants au croisement entre le divertissement théâtral, l'exercice de la santé et la philosophie. D'ailleurs, quand Vesperini évoque les sophistes du Ve siècle, il insiste déjà sur l'insertion des pratiques philosophiques, et notamment les fameuses conférences dont j'ai parlé, au sein des divertissements des élites athéniennes, dans ce qu'il appelle, c'est le titre d'un de ses chapitres, la fête athénienne. Et de fait, au début du Gorgias, quand Socrate arrive chez Calliclès, eh bien, en fait, le début commence, Socrate arrive, Gorgias vient de finir son discours, et Socrate regrette d'être arrivé après la fête. C'est son expression, les plaisirs de l'esprit étaient indissociables des plaisirs sociables et même érotiques. Pensez au banquet. La rhétorique ici est moins un art de tromper qu'un art de séduire, mais dans un genre plus mondain, un art donc de la réjouissance raffinée, comme le banquet. Cette interprétation est évidemment presque aux antipodes de celle de Barbara Cassin. L'insistance n'est pas mise ici sur la cohérence philosophique des sophistes, mais plutôt sur les usages sociaux et ludiques
du discours philosophique. Mais ces deux lectures ont néanmoins en commun de déconstruire le discours platonicien qui pourrait nous amener, comme il a amené les philosophes des Lumières, à identifier sophistes et charlatanisme. Alors, un mot de conclusion tout de même, vraiment un mot. Quelques mots. J'étais implicitement parti à la recherche des charlatans derrière les sophistes, et j'ai trouvé tout autre chose. Vraiment trouvé, parce que c'est un travail que j'ai mené, en suivant en fait le terme alazone, depuis le corpus hippocratique et les comédies d'Aristophane jusqu'à Galien, nous avons vu que l'association entre imposture médicale, usage excessif de la rhétorique et élargissement à toutes les formes de tromperie n'est pas propre à l'Europe moderne. Et cela ouvre d'une part à une enquête comparative plus large, et d'autre part, cela nous invite à réfléchir au fait que les philosophes du XVIIIe siècle ont hérité de la philosophie et de la science grecque une certaine façon de disqualifier l'adversaire en l'accusant non pas de se tromper, mais de tromper les autres. La critique n'est pas doctrinale, elle ne relève pas, comme dans la philosophie chrétienne médiévale, d'une dénonciation de l'hérésie, elle porte sur l'alliance de l'ignorance et de la tromperie dans un contexte d'incertitude sur les identités intellectuelles et de marchandisation des relations sociales. Et il reste à ce point un élément qui est apparu, je pense que vous l'avez entendu tout au long de la séance, c'est la question de l'auditoire. C'est la question du lectorat, du public, à qui s'adressaient les conférences des sophistes, les dialogues socratiques, les traités hippocratiques, les fanfaronnades des charlatans. Derrière la question explicite de la compétence, réelle ou simulée, se profile un autre problème, celui de la séduction par la parole, de la capacité que possèdent certains à produire des effets de crédibilité. Du côté du charlatan, c'est le problème de la puissance de la rhétorique, mais du côté du public, c'est le problème de la crédulité. Or, celle-ci, bien sûr, est indexée sur le degré de compétence, non pas du charlatan, mais du public. C'est un point sur lequel insiste Socrate dans son dialogue avec Gorgias, juste après le passage que j'ai cité tout à l'heure, quand celui-ci lui dit que l'orateur est plus convaincant que le médecin. Socrate lui fait préciser que c'est le cas uniquement lorsque les deux s'expriment en public. Puis Socrate le reprend et lui dit « Que veux-tu dire par ce « en public » Est-ce devant des gens qui ignorent ce dont on leur parle ? Car bien sûr, si l'orateur parlait devant des gens qui s'y connaissent, il ne serait pas plus persuasif que le médecin. Et Gorgias est obligé d'en convenir. Tu dis vrai. Cette question de l'auditoire, c'est là que les Lumières vont s'engouffrer au XVIIIe siècle en dissociant deux figures du public. L'auditoire ignorant, facile à tromper, et que les philosophes appellent la multitude, et puis l'auditoire instruit, éclairé, capable de juger par lui-même, qui seul mérite vraiment le nom de public. Si bien que tout le travail et toute l'ambition des Lumières, par l'instruction et la publication, vise justement à transformer la multitude en public pour battre en brèche le pouvoir des charlatans. Et comme nous l'avons vu avec Voltaire la semaine dernière, il se heurte alors à de nouvelles modalités éditoriales et commerciales du charlatanisme. Merci.